Bonjour à tous, bienvenue dans ce web séminaire. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les équipes techniques de Smooth Go, le fournisseur du plus grand service de vélo partagé au monde, se sont mobilisées pour assurer la continuité de l'offre de transport au public et garantir la disponibilité des Vélib pendant et après le confinement. Je me présente, je suis Xavier Fauty et je suis le modérateur de ce web séminaire. Avec moi aujourd'hui, Pierre Hérault, directeur des opérations de Smooth Go, Joseph Nizar, directeur de projet de Smooth Go, Karim Khalfan, maître de conférence à l'Université de Strasbourg et membre de la FIM Alsace, et Dominique Balme, responsable communication Karl Berger-Levrault. Ce web séminaire va se dérouler en 2 étapes. Une première partie de 40 à 45 minutes de présentation et une seconde partie de 15 minutes environ pour répondre à vos questions, quelles qu'elles soient, et pour vous permettre de compléter l'enquête de satisfaction qui vous sera proposée en simultané. Vous pouvez tout au long de la présentation, grâce au bloc chat qui est disponible dans le bandeau droit de l'écran ou que vous pouvez afficher avec la petite bulle sur le bas de la présentation, poser vos questions. Je reprendrai ces questions à l'oral pour que nos invités y répondent. Je vais tout de suite laisser la parole à Dominique Balme. Merci à tous. Merci Xavier. Bonjour à tous et bienvenue à ce web séminaire. Alors avant de démarrer ce web séminaire, juste quelques mots sur cette campagne que l'on a baptisée Covid-19 maintenir en période de crise et que nous avons lancée avec la FIM en avril dernier, en plein confinement. Notre objectif, cette période, était de mettre à l'honneur ces services maintenance qui ont œuvré pour la continuité de leur activité de production, de services rendus au public, etc. Et c'était aussi de créer du lien entre vous, responsables professionnels de la maintenance, pour échanger sur les méthodes, sur l'organisation mise en place sur vos sites pendant le confinement et en préparation évidemment du déconfinement. Après le témoignage du groupe Agro-Mousquetaires et de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, nous avons aujourd'hui le plaisir d'interviewer la direction technique de Smooth Go, donc le fournisseur du plus grand service de vélo partagé au monde, avec 2 personnes, donc Pierre Hérault, directeur des opérations, et Joseph Nizar, directeur de projet Smooth Go. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de consacrer quelques minutes à la présentation de l'association qui est la FIM, l'Association française des ingénieurs de maintenance, et de Karl Berger-Levrault, à la suite de quoi nous procéderons à l'interview de nos intervenants. Karine, c'est à toi. Merci Dominique, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Karim Khalfan de l'Institut universitaire de technologie Louis Pasteur de l'Université de Strasbourg et délégué Alsace de l'Association française des ingénieurs et responsables de maintenance. Alors, quelques chiffres. Notre association fédère environ 1000 adhérents et cela représente 800 entreprises. Il y a 12 délégations régionales. L'objectif et les axes principaux de notre association, donc c'est améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail, représenter la profession, promouvoir et adapter la formation, échanger, analyser et informer, et mettre à disposition de la profession les données et les outils pour progresser. Donc là, la FIM intervient également puisque la présidence de la commission AFNOR X60G, notamment sur la commission maintenance, donc la FIM et la présidence est assurée par un membre de la FIM, et donc c'est un comité européen aussi de normalisation. La FIM participe également à la commission pédagogique nationale qui définit les programmes de l'enseignement supérieur, notamment tout ce qui concerne l'enseignement en maintenance. La FIM participe également et collabore étroitement avec l'INRS, l'Institut national de la recherche sur la sécurité, pour améliorer la sécurité des opérations de maintenance. Et là, nous sommes des mauvais élèves en maintenance par le développement d'un certain nombre d'outils, dont Securafim. Donc, vous pouvez prendre contact avec les responsables régionaux. Vous trouverez l'ensemble des informations sur le site de la FIM. Alors, le site de la FIM est en pleine restructuration. Il devrait être opérationnel à la rentrée, je l'espère. Mais évidemment, le site est toujours accessible
dans sa version actuelle. Donc, soutenez la FIM, adhérez, participez à nos travaux et faites-la connaître. Et je terminerai en disant la maintenance, plus qu'un métier, une passion. Voilà, je repasse la parole à Dominique. Et la main également, s'il te plaît, pour les slides. Merci. C'est fait. Merci. Alors, me revient la tâche de vous présenter Carl Berger-Levrault ou Carl Software. Carl Software, c'est un éditeur de solutions de gestion technique de patrimoine, des équipements et de la maintenance, qu'on appelle plus communément GMA ou GTP, qui est fortement orienté asset management. Notre but, vous apporter des solutions qui sont orientées terrain, quel que soit votre secteur d'activité, industrie, santé, immobilier, ville, transport, etc. Carl Software, c'est un expert GMAO depuis plus de 35 ans. Nous accueillons 150 personnes au sein de notre équipe. Une majorité des collaborateurs sont basés à Limonest, au nord de Lyon, dans le bâtiment que vous pouvez découvrir sur la partie gauche du slide. Et les autres collaborateurs sont répartis dans différents pays. Alors, j'attire votre attention sur le titre de ce slide, Carl Berger-Levrault, qui peut vous surprendre, vous qui connaissez peut-être, qui nous connaissez plus sous le nom de Carl Software. En 2018, nous avons rejoint le groupe français Berger-Levrault, qui est un éditeur de logiciels multi-activités diffusés à l'international. Avec l'appui de ce groupe, nous poursuivons un objectif, devenir un acteur majeur de la GMAO à l'international, avec un nom de marque qui évolue, qui passe de Carl Software à Carl Berger-Levrault. Ainsi, vous nous verrez maintenant communiquer exclusivement sous le nom Carl Berger-Levrault. Chaque année, nous accueillons une soixantaine de nouvelles références, de nouveaux utilisateurs. Voici une petite liste synthétique des dernières références. Vous pouvez observer des clients qui évoluent dans l'univers de la santé, avec les hôpitaux universitaires de Genève, dans l'industrie, avec par exemple les chocolatiers C'est Moi, dans la gestion des tunnels, comme les tunnels du Mont Blanc ou les tunnels de Bruxelles avec FHVSE, ou les transports, par exemple, avec Metrolink, qui est le métro de Dublin, ou l'Office national des chemins de fer. Vous l'avez vu, nous comptons nombreuses références à l'international grâce à notre logiciel Carl Source qui est traduit en 6 langues standards et en 4 langues complémentaires. Et pour asseoir notre développement international, nous nous appuyons également sur les filiales du groupe Berger-Levrault en Espagne et au Canada, ainsi que sur les agences de Carl en Belgique et en Italie, et sur un large réseau également de distributeurs. Pour finir, nous proposons une gamme de produits qui s'articule autour du logiciel Carl Source, qui est décliné en 5 verticalisations métiers que vous pouvez découvrir sur la droite, pour l'industrie, pour la santé, pour le facility management, pour les villes et pour les transports. Mais le cœur du logiciel reste bien Carl Source. Simplement, pour chacune de ces verticalisations, vous avez des fonctionnalités métiers spécifiques qui répondent au plus près de vos préoccupations et de vos besoins inhérents à chacun de vos secteurs d'activité. La gamme Carl Source s'agrémente également de 3 solutions mobiles. Carl Touch, qui est dédié aux techniciens et gestionnaires de stock. Carl Flash, qui est une application de demande d'intervention utilisable par tout public. Et Carl Express, qui est la toute dernière application que nous lançons pour les techniciens qui souhaitent réaliser des comptes rendus d'intervention en mode express. J'en profite pour vous annoncer qu'à la rentrée, vous pourrez découvrir la nouvelle version de notre logiciel Carl Source 6 à l'occasion notamment d'un web séminaire qui se tiendra le 6 octobre prochain. Voilà, j'en ai fini. Je vous propose à présent de passer la parole à nos invités de Smooth & Go qui utilisent Carl Source et l'application mobile Carl Touch pour piloter leur activité de maintenance. Je passe la main à Pierre. Merci. Pierre, en quelques mots également, est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise Smooth & Go et son activité? Bien sûr. Bonjour à tous. Donc Smooth & Go, pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise Smooth & Go, en fait Smooth & Go est l'entreprise qui exploite le service Vélib Métropole depuis le 1er janvier 2018 et qui du coup a pour mission de faire en sorte que ce service puisse fonctionner conformément au contrat de notre marché. Donc en quelques chiffres, ça veut dire quoi? C'est
la gestion d'un parc de 1400 stations qui sont installées sur la métropole du Grand Paris, sur un périmètre de 400 km². On a 20 000 vélos qui sont tous des vélos connectés, dont 35% sont des vélos à assistance électrique. Pour exploiter ces vélos, on a une flotte de 80 véhicules propres, à motorisation propre, 2 ateliers de réparation internalisés et 2 ateliers externalisés, un savoir-faire dans les métiers de la maintenance, de la régulation de nos vélos et de la maraude des vélos abandonnés. On a aussi sur nos totems, donc qui sont sur chacune de nos stations, des appareils connectés avec des écrans et des terminaux de paiement. Pour faire fonctionner tout cet ensemble, on s'appuie sur une infrastructure IT complexe qui permet de gérer à la fois la vente et l'interface avec nos usagers. On a une très très forte data client avec beaucoup d'informations liées aux usages de tous les utilisateurs de Vélib qui permettent aussi de travailler sur le trafic. Et enfin, beaucoup de relations avec tous les politiques qui font qu'en fait que Vélib fonctionne. Donc c'est principalement la mairie de Paris d'abord, mais pas seulement, bien sûr. On a 54 communes dans la métropole du Grand Paris avec qui on travaille et qui ont Vélib dans leur territoire. À noter quand même, parce que tout le monde ne l'a pas en tête, mais le service Vélib Métropole, qui est à Paris, est le plus gros service de libre service de vélo au monde. Avec ces 20 000 vélos, en fait, on dépasse de très loin tous les autres services, parce que le deuxième est à peine à 12-13 000 vélos à Londres. Et donc, du coup, c'est une particularité française assez intéressante à connaître. Au niveau territoire, vous voyez sur cette carte, en fait, tout le territoire qui est couvert aujourd'hui par Smooth & Go dans l'exploitation du service Vélib. Donc, on a bien 55 communes. Vous voyez apparaître également nos 2 sites, au nord vers Villeneuve-la-Garenne et au sud à Alfortville, qui sont nos 2 sites internalisés de maintenance. Et donc pour faire fonctionner tout ça, on s'appuie sur 474 collaborateurs, ce qui nous permet du coup d'offrir un service à 380 000 abonnés, 390 000 exactement aujourd'hui, qui font 180 000 courses par jour. Donc c'est un usage quand même très très intense. Parce que ça fait parcourir en Vélib chaque jour 550 000 km. Donc on arrive à des ratios et à des chiffres assez impressionnants. Sur la partie usage sur une journée, je vous ai représenté ici une journée type pour que vous puissiez vous rendre compte en fait de la façon dont le trafic pouvait s'organiser entre le matin et le soir sur Vélib. Donc cette courbe représente le cumul des courses sur chaque créneau horaire. Vous voyez qu'on retrouve en fait un profil de courbe assez typique du transport urbain avec un premier pic le matin qui est le pic d'aller au travail. Un deuxième pic autour du déjeuner qui correspond bien sûr à la pause déjeuner. Et le troisième pic qui est le pic du soir avec le retour au travail ou un aller vers une activité pour le soir. À noter que du coup, quand on fait des journées de 180 000 courses par jour avec ce type de profil, ça veut dire jusqu'à 5 vélos qui sont pris par seconde pendant les pics d'activité. Donc vraiment un service qui est très 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 sollicité. Alors, Pierre, donc c'est vrai, on a plus l'habitude de la maintenance industrielle. Néanmoins, quelle organisation avez-vous mise en place pour structurer l'activité maintenance justement de Smooth & Go? Pour pouvoir faire fonctionner ce service, on a aujourd'hui une équipe qui est décrite comme sur ce slide. On a 474 personnes qui travaillent quotidiennement. C'est un service qui ne s'arrête jamais, donc on est obligé d'avoir des équipes qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si on se concentre exclusivement sur les opérationnels, donc c'est 390 personnes du staff, donc presque entre 80 et 90%. Et on a 2 grands métiers chez nous. La première catégorie qu'on appelle les métiers de la régulation. La régulation, en fait, c'est tout ce qui concerne l'équilibrage des vélos sur notre parc. Le but de cette opération-là, c'est de faire en sorte qu'on puisse offrir un service qui soit équilibré, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le réseau Vélib Métropole. Donc du coup, ça consiste à beaucoup de déplacements de vélos
pour ajuster le bon nombre de vélos au bon endroit. Le deuxième pan, c'est la partie qui concerne la maintenance, et c'est la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui, parce que pour faire vivre ce parc, on a besoin de faire de la maintenance en continu. D'abord de la maintenance sur les stations, pour que les stations restent disponibles, mais aussi sur les vélos. Et sur les vélos, on peut à la fois faire de la maintenance directement en station, sur la maintenance simple de premier niveau, mais on fait aussi de la maintenance dans nos ateliers pour réparer les vélos qui ont besoin d'une attention particulière. Pour décrire justement le fonctionnement de ce service, c'est très particulier du fait que c'est un service qui ne s'arrête jamais. En fait, c'est un service qu'il faut comprendre à travers des flux. Tous les flux que nous avons créés, que nous faisons vivre au quotidien, doivent fonctionner tous les jours pour permettre au service de maintenir une qualité constante en continuant à garder le même nombre de vélos disponibles sur le terrain tous les jours, et que ce soit la nuit ou le jour. Donc pour ça, vous voyez, on a, si on prend toutes les bulles sur ce graphe, on a d'abord en maintenance sur le terrain 300 vélos qui sont entretenus par jour. Pour les stations, c'est une cinquantaine de stations qui sont vues chaque jour et qui sont traitées sur le terrain. On effectue du nettoyage sur 300 stations chaque jour. Régulation, on a 6000 mouvements par jour de vélos qu'on est obligé d'effectuer pour permettre d'avoir un équilibrage optimisé. Et enfin, on peut être amené à traiter jusqu'à 80 vélos en maraude pour remettre des vélos en station qui ont été abandonnés ou mal restitués. Donc ça, c'est tout ce qui est fait sur le terrain. Et en parallèle de ça, nous devons ramasser aussi tous les vélos qui tombent en panne que nous ne pouvons pas réparer sur le terrain. Donc ça constitue un flux d'à peu près 500 vélos par jour que l'on ramasse du terrain pour amener dans nos ateliers qui sont eux-mêmes en capacité du coup de réparer ces 500 vélos. Et donc, dès que ces vélos sont réparés, on réinjecte 500 vélos dans le même temps, ce qui permet du coup d'avoir sur le terrain un nombre de vélos qui reste constant pour ne pas déséquilibrer le service d'un jour à l'autre. Merci Pierre pour toutes ces explications sur votre organisation maintenance. Alors à présent, pour structurer votre activité maintenance, vous utilisez la solution GMAO CarSource. Je m'adresse à vous, Joseph. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre projet GMAO en quelques mots? Oui, tout à fait, je vous remercie. Alors effectivement, Smovengo a décidé de mettre en place une solution de GMAO globale et a choisi CarSource pour ce faire. Et donc en fait, le périmètre qu'on a alloué à Carl est assez considérable parce que ce périmètre intègre l'intervention en atelier, donc de réparation des vélos, mais également des interventions sur le terrain, donc des interventions itinérantes. Ça intègre bien entendu la gestion des magasins, des emplacements dans ces magasins, des pièces de rechange, etc. Ça inclut également la gestion des équipements, c'est-à-dire les vélos, bien sûr, mais également les stations, donc les totems, les diapasons. Ça intègre l'achat des pièces de rechange auprès de nos fournisseurs. Bien entendu, le système a dû se plaquer à notre organisation. Il doit également pouvoir gérer des flux de données avec d'autres applications, puisque nous avons un système global, mais un système également souhaité mettre en place un système intégré avec les autres systèmes et les autres applications de l'entreprise Smovengo, et également, bien entendu, mettre en place un certain nombre de rapports et de tableaux de bord pour que les utilisateurs, les techniciens, les réparateurs, le management, etc., puissent piloter l'activité. Donc tout ça, ça a été fait en à peu près 1 an. Et sur le slide que vous avez devant les yeux, vous voyez un schéma très synthétique des flux de pièces de rechange neuves dans l'outil Carl. Donc nous avons un centre principal qui est Alfortville, qui est notre entrepôt de pièces de rechange principal, qui reçoit donc qui émet les commandes auprès de nos fournisseurs via une autre application Microsoft Navision. Donc on a créé une interface à ce niveau-là, mais qui également donc sert en pièces de rechange l'atelier d'Alfortville lui-même composé de nos propres ressources et d'un prestataire qui s'appelle Vigita Service, mais également notre deuxième atelier de Villeneuve-la-Garenne, qui a une configuration à peu près similaire, mais aussi nos
partenaires qui se trouvent à l'extérieur de nos locaux et qui profitent également de l'outil Carl pour pouvoir réparer nos vélos. Donc ça, c'est je dirais le schéma global de la gestion des pièces de rechange au niveau de Smooth & Go. Tout ça étant bien entendu géré intégralement par l'outil Carl. Alors, comment ça se passe dans nos ateliers? En fait, là, vous voyez les 4 principales étapes qu'on a mis en œuvre dans nos ateliers, que sont l'étape de diagnostic, puis de préparation des pièces de rechange, puis de réparation des vélos, puis de contrôle qualité. Donc, en fait, l'intégralité des vélos, 100% des vélos passent dans la première étape de diagnostic. Donc, vous avez des gens qui sont spécialisés dans ce domaine et qui donc font un diagnostic sur Carl Source pour chacun des vélos, ce qui a pour effet de lancer au niveau de nos magasins des ordres de préparation de kits de pièces de rechange. Donc chaque vélo diagnostiqué a son kit de pièces de rechange et ensuite, bien entendu, l'étape suivante, c'est la réparation du vélo par des techniciens réparateurs qui ont le vélo diagnostiqué d'une part, les kits de pièces de rechange d'autre part, et comme vous voyez sur la photo, Carl Touch à leur disposition pour pouvoir prendre connaissance des opérations qu'ils doivent réaliser sur les vélos. Donc avec une interface extrêmement simplifiée et extrêmement épurée et qui correspond bien aux besoins. Et puis la dernière étape, une fois que le vélo est réparé par le technicien, dernière étape de contrôle qualité qui donne le go ou le no-go pour envoyer le vélo sur le terrain. Et en cas de no-go, bien entendu, le vélo repart chez le technicien réparateur jusqu'à ce que le vélo soit parfaitement prêt à être mis en circulation. Donc tout ça, ça a été mis en œuvre en un peu moins d'1 an grâce à l'outil Carl qui gère vraiment l'intégralité des flux et de la GMAO au niveau de Smooth & Go à ce jour. Merci Joseph. Alors peut-être une question pour Pierre, une question incontournable, hein, bien entendu. Quels impacts la crise du Covid a-t-elle eu sur votre activité? Écoutez, pour répondre à cette question, déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que Vélib était en deuxième ligne, hein, comme le disait notre président. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'opérateur de transport, on nous a demandé de maintenir l'activité. Donc, l'activité a quand même été réduite, mais malgré tout, l'activité est restée. Pourquoi? Parce que, déjà, les soignants continuaient à se déplacer pour aller vers les lieux de soins. Et en plus, pour les accompagner dans ce mouvement, nous avons rendu le service gratuit pendant toute la période du confinement. Donc, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur le service? Vous voyez, les courbes qui sont affichées ici représentent le nombre de courses quotidiennes qu'on a eues pendant toute la phase de confinement. Donc, on voit qu'au moment du déclenchement du confinement, on a une véritable chute de 90% de nos usages. On est passé d'à peu près 100 000, 120 000 courses par jour à 10-15 000 courses par jour, mais qui par contre étaient sur des profils tout à fait différents, avec des trajets qui se concentraient vraiment vers les hôpitaux de la PHP. Et ce mode de fonctionnement a vraiment duré, avec une croissance semaine après semaine qui s'est installée pendant le confinement, mais qui est restée quand même très très mesurée, parce que jusqu'au déconfinement, nous n'avons pas dépassé 30 000 courses par jour. Le déconfinement, par contre, a eu plusieurs effets. Vous le voyez, au moment du déconfinement phase 1, on a eu tout de suite un retour à l'usage très rapide. Hein, il n'y a pas eu d'attente parce que le vélo a constitué une vraie opportunité de déplacement. Mais en plus de ça, nous, on avait surveillé ce qui se passait en Chine. Hein, vous savez qu'il y avait subi le confinement bien avant nous. Et on avait, ce qu'on avait constaté en retour d'expérience, c'est qu'au déconfinement de la Chine, tous les systèmes de libre-service de vélo avaient été surutilisés. Donc, ce qui se passe au déconfinement phase 2 chez nous, nous l'avions anticipé pour effectivement avoir une surdemande sur le service qui a fait que là où nous étions à 130 000, 120 000 courses normalement avant le confinement, nous sommes montés jusqu'à 180 000 courses en juin et même, on ne le voit pas sur cette courbe, mais nous avons atteint un record de 192 000 courses la semaine dernière. Donc vraiment un retour littéralement explosif sur les usages. Pierre, on comprend bien les contraintes
et les enjeux auxquels vous avez dû faire face pour assurer la continuité du service et les pics de votre activité. Et en quoi la maintenance a-t-elle été particulièrement impactée par cette crise du Covid? La maintenance a été un véritable sujet pour passer cette passe. Les challenges qu'on a dû relever pour vraiment contrecarrer l'effet Covid, ça a été d'abord de travailler sur notre supply chain. Parce que vous comprenez bien qu'en réparant 500 vélos par jour, voire plus, on consomme aussi beaucoup de pièces détachées. Parce que les réparations ne sont pas que des réglages, malheureusement. On a beaucoup de pièces détachées à changer. Et l'opportunité qu'on a pu avoir là-dedans, c'est que nous avons des délais très longs d'approvisionnement sur nos pièces. Donc, nous avions anticipé nos approvisionnements sur plusieurs mois, ce qui nous a permis d'avoir un stock pour gérer cette crise. Parce que, comme d'autres personnes le savent, tout ce qui était transport de marchandises, en particulier au départ de la zone Asie, n'était pas forcément simple à gérer. Donc ça, c'est un risque qu'on a pu écarter, qui concernait plutôt T3, T4 2020 en termes de risque, et que depuis, on a su gérer. Ensuite, ça a été un vrai challenge de gestion du changement au niveau des hommes. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, le service a dû continuer à fonctionner. C'était une demande des politiques et du coup de fonctionnement qu'il a fallu établir. Donc tout le challenge a été de se dire, je dois redimensionner, mais je dois redimensionner avec moins de monde sans mettre en péril le service. Sachant que notre service, comme je vous l'ai montré précédemment, c'est un service qui a beaucoup de composantes, et si une composante s'arrête, le service en pâtit très très vite. Donc il a fallu réfléchir à redimensionner correctement nos équipes, fonction par fonction, y introduire également les bons gestes de distanciation sociale, bien sûr, pour que la partie Covid, parce que là on était en pleine épidémie, avec un effet sanitaire certes, mais aussi un effet psychologique sur les équipes. Donc il était important de pouvoir apporter les bonnes protections à tout le monde, pour que tout le monde puisse travailler et venir au travail sereinement, en tout cas pour les personnes concernées. Et en ce qui concerne la maintenance en particulier, nous avons mis en place un système de désinfection des vélos systématique avant la prise en charge des vélos par la maintenance. Pour toutes les personnes qui pouvaient télétravailler, le télétravail a été mis en œuvre, bien sûr. Et enfin, la mission spécifique qui a été confiée à nos équipes de maintenance pendant ce confinement, c'est que vu qu'on avait ce retour d'expérience de la Chine, avec un redémarrage puissance 10, on avait un encours de vélos à réparer, d'à peu près 2000 vélos. Donc on a décidé en fait de se consacrer aussi beaucoup à cet encours, de manière à le remettre en service pour pouvoir offrir ces nouveaux vélos réparés en plus sur le terrain au moment du déconfinement. Ce qui nous a permis du coup d'offrir un parc de 19 500 vélos disponibles dès le 11 mai. Au niveau de l'agilité des équipes, je vous ai mis un graphe ici qui représente en fait le nombre de vélos réparés par jour ou par semaine qu'on a dû organiser dans nos ateliers. Donc vous voyez qu'en fait, au-delà, je dirais, des contraintes techniques, c'était vraiment une grosse aventure humaine, cette phase de confinement, parce que il a fallu réussir à une organisation de 400 personnes aux opérations, à gérer une baisse très très rapide et soudaine, avec une remontée progressive en dents de scie. Et ça, autant sur le papier c'est très facile à écrire, autant quand il s'agit de le manager au quotidien avec des personnes qui sont mises en quarantaine ou en chômage partiel quelques jours et qui doivent revenir progressivement au travail, c'est tout un accompagnement du quotidien, mais qui a fonctionné parce qu'on voit que quelque part les résultats qui sont tracés sur cette courbe nous montrent qu'on a bien réussi à relever le challenge qu'on s'était fixé. Alors, une question qui s'adresse plutôt à Joseph. En quoi la GMAO vous a permis de simplifier le suivi de votre activité pendant cette période? Je te remercie. Tout à fait. Effectivement, le système GMAO nous a beaucoup aidé pendant cette période, du fait d'abord que Smooth & Go avait décidé de mettre un système global et intégré, et qu'on a eu quelque part aussi la chance de pouvoir le déployer juste avant en fait le confinement. Et donc ce système, Carl, nous a permis en fait
d'avoir une vue globale de l'activité et de pouvoir la piloter, y compris à distance pour les personnes qui pouvaient ne pas se rendre aux ateliers, et d'avoir un certain nombre d'indicateurs et de points de mesure qui permettent à chacun des métiers, par exemple les responsables de la supply chain, les responsables de la production ou les responsables de la régulation, etc., d'avoir un certain nombre de données quotidiennes, voire même en live, en direct, sur l'activité de nos ateliers et de nos partenaires. Donc on avait cette fenêtre sur la production, ce qui nous permettait vraiment de piloter très finement notre activité grâce à l'outil. En plus, nous sommes arrivés à lancer deux partenaires, les deux partenaires dont on parlait tout à l'heure, en fait, ont été déployés pendant la période de confinement. Donc, on a pu préparer, bien entendu, Boutique-Carl aux spécificités de nos partenaires en adaptant un certain nombre de processus et en faisant les paramètres nécessaires. Et puis également de former et de supporter les nouveaux utilisateurs de Carl à distance. Donc, aussi bien les diagnostiqueurs, les réparateurs, les magasiniers, les chefs d'atelier, etc. Donc, tout le monde. Donc, ça nous a permis également d'appréhender cette période beaucoup plus simplement du fait que nous avions également cette fenêtre, ces informations, ces données à notre disposition pendant cette période. Également, on a pu avoir une connaissance extrêmement fine de la consommation de nos pièces de rechange. Comme le disait tout à l'heure Pierre, c'est un point extrêmement important, surtout dans cette période où bien sûr les échanges et les commandes, etc. étaient beaucoup plus compliqués à organiser. Et donc on a pu avoir une vision très précise de nos consommations et également de pouvoir travailler sur une partie qui est de plus en plus importante, la partie revalorisation, qui permet de récupérer des pièces encore utilisables sur les vélos à réparer et donc de piloter l'ensemble de cette activité grâce à nos outils, grâce à Carl. Je vais passer au slide suivante, effectivement. Également, ce que nous avons pu faire, c'est de réaliser un certain nombre d'interfaces entre les données se trouvant dans Carl et un certain nombre d'outils que nous avons en interne, comme Power BI par exemple, et qui nous permet donc d'avoir vraiment des graphiques et d'avoir des informations qui nous permettent de piloter notre activité. Et donc, nous avions par exemple en permanence des informations sur le type de vélo réparé, sur la catégorie des vélos. Les catégories de vélos sont des vélos plus ou moins faciles à réparer, la productivité des personnes, des ateliers, des partenaires, etc. Donc en fait, heureusement que nous avions cet outil à notre disposition pendant cette période, car nous avions une vraie fenêtre sur l'activité précise de maintenance des vélos sur le terrain et en atelier. Merci pour toutes ces informations, Joseph. Si on prend un petit peu de recul, Pierre, est-ce que aujourd'hui vous pourriez nous présenter le bilan, on va dire un peu post-Covid? Est-ce que cette gestion du Covid vous a permis d'identifier des points d'amélioration à apporter au sein de votre activité technique? Oui, bien sûr, parce que le fait d'avoir tellement zoomé sur la maintenance pour pouvoir passer le cap, ça nous a permis aussi de prendre du recul. Et l'outil Carl, qui du coup crée aussi une bonne base de données, a été un excellent support pour pouvoir travailler là-dessus. Donc, un slide de synthèse que je vais pas décomposer avec vous. Sur ce slide-là, ce que vous voyez, en fait, c'est le résultat du travail qu'on a mené. On a essayé d'identifier, grâce aux interventions qui ont pu être traitées dans nos ateliers, où est-ce qu'on avait beaucoup de changements de pièces et où est-ce qu'on avait un taux de panne particulièrement élevé et qui, du coup, venait créer une problématique de disponibilité des vélos ou bien de coûts de maintenance. Donc, grâce à ces données-là, on a pu tracer des paretos, réaliser les premières causes de panne et donc de prioriser un plan d'action. Donc ici, vous en avez la synthèse. Et vous voyez que du coup, ça a été très exhaustif parce que ça nous a permis de couvrir des thématiques comme l'assistance électrique, avec la selle, avec la batterie par exemple, mais aussi des organes très basiques et mécaniques du vélo, la selle,
le feu arrière, les pneus, les pédales, les vitesses, les freins et les poignées. Donc, tout ça a été identifié, nous a permis de lancer un plan d'action avec des actions très court terme, mais aussi un plan d'action en plus long terme pour permettre de continuer à faire évoluer notre vélo, qui est l'atout majeur du service aujourd'hui. Donc ça, c'est, je dirais, la partie technique de la réponse à votre question. Après, on a aussi beaucoup appris sur l'organisation, la gestion de notre organisation, parce que ce que vous pouvez voir ici, c'est l'intégration dans Power BI des données de réparation dans nos ateliers. Et en fait, chaque graphe qui est ici représente la décomposition de tous nos ateliers de réparation, semaine par semaine, avec les objectifs en face. Et ce qu'on a réussi à voir, en fait, c'est que pour gérer une montée en puissance au déconfinement, mais aussi être capable de quelque part créer une capacité de réparation répartie sur 4 ateliers distincts, aujourd'hui, on a les éléments organisationnels et fonctionnels qui nous permettent de le faire, tout en garantissant une qualité du vélo réparé in fine qui est la même, quel que soit l'atelier. Et ça, effectivement, sans outil de pilotage global qui nous permettent d'avoir la donnée en temps réel, on aurait du mal à avoir ce pilotage aujourd'hui dans le suivi de la maintenance de nos vélos en atelier. Merci. Alors, toujours une question pour Pierre. Alors, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, êtes-vous plus fort aujourd'hui pour faire face à une crise de cette nature? C'est une bonne question. En fait, chez Smooth & Go, on n'a pas vécu le Covid comme, je dirais, notre premier choc. On l'évalue plutôt sur cette année, sur les derniers mois, comme le troisième choc qu'on a dû subir. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, si on regarde le slide que je viens de vous afficher, la courbe qui est à droite représente le taux de disponibilité du parc. Donc, autrement dit, je dirais la qualité des vélos qui sont présents sur le service Vélib. Et en fait, nous, on a subi, donc l'échelle de temps démarre en septembre 2019 et va jusqu'à juin 2020. Ce qu'on constate, en fait, c'est qu'on a eu plusieurs accidents de parcours et que le premier était lié à la première grève RATP qu'on a eue le 13 septembre. Pour les Parisiens, ça leur parlera, je pense. Le deuxième, c'est un événement que tout le monde a subi en France, c'est la grève des retraites qui a duré 1 mois et demi et qui a particulièrement touché le secteur du transport public avec la SNCF et la RATP, et enfin le confinement. Donc, pourquoi parler de ça aujourd'hui? Parce que nous, véritablement, on a pris un premier choc lors de cette première grève RATP. Pour mémoire, c'est un événement qui a duré une seule journée, mais qui pour nous, en fait, a créé un énorme usage complètement inattendu, parce que vu que la RATP s'est complètement arrêtée, énormément d'usagers du métro ont décidé de se rabattre sur le Vélib pour aller au travail. En faisant ça, on a eu beaucoup de sollicitations de notre parc, donc du coup beaucoup plus de pannes, et ça a été assez compliqué à absorber parce ça nous a fait perdre 10% de qualité sur notre parc en moyenne, la courbe supérieure. C'est la courbe du milieu, pardon. Donc on a perdu 10% de qualité du parc, alors que c'est un événement qui a duré une seule journée. Donc de là, on a identifié du coup les faiblesses de notre système et on a su mettre en place des opérations de correction pour améliorer la robustesse du service. Sauf que est arrivé en décembre, le 5 décembre de mémoire, la grève liée aux retraites, qui là a recréé le même phénomène, c'est-à-dire que la RATP s'est complètement arrêtée, la SNCF aussi. Du coup, tout le monde a voulu utiliser le Vélib comme moyen de transport. Donc, on a eu un énorme pic. Et là, on voit déjà une belle amélioration par rapport à septembre, parce que en septembre, on avait subi une seule journée exceptionnelle. Là, on a subi 5 semaines exceptionnelles. Et pourtant, en termes de qualité, de dégradation de la qualité, on a su contenir à 10% de réduction de qualité. Ce qui prouve qu'en fait, ce qu'on a mis en place nous a permis de résister au choc. Et résister au choc beaucoup plus longtemps. Et enfin, du coup, fort de ces deux expériences, lorsque le déconfinement est arrivé, on a vraiment su réexploiter tout ce retour d'expérience de ces deux premiers événements pour préparer notre parc du mieux possible, mais avec aussi des réflexes techniques
beaucoup mieux préparés. Et vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, le déconfinement, qui nous fait battre des records supérieurs à ce qu'on avait subi à la fois pendant la grève des retraites ou la grève RATP, vous voyez qu'aujourd'hui, notre qualité de service se maintient, alors que le phénomène est de plus grande ampleur et dure plus longtemps. Donc en fait, pour nous, cet épisode Covid, c'est vraiment le troisième choc, et plutôt je dirais qu'une crise mal traversée, pour nous, c'est plutôt le bilan qu'on a réussi en fait à créer la bonne robustesse au niveau de notre service pour garder l'agilité et la résilience face aux changements et aux pics d'usage. Merci pour ces informations, Pierre. Alors, une dernière question pour conclure sur ce web séminaire. À vous entendre, l'usage du vélo a de l'avenir et la volonté des gouvernances d'encourager les modes de transport doux, on voit aussi l'évolution croissante de la demande des utilisateurs. Tout ça va nécessairement vous amener à augmenter votre capacité. Est-ce que vous saurez supporter un développement illimité de l'usage du vélo? La réponse, en fait, elle se traduit de plusieurs façons. Déjà, effectivement, vous avez raison sur l'effet aujourd'hui que le Covid a eu sur la société. Je pense qu'on l'a tous constaté, même sans être dans le métier. Aujourd'hui, le vélo et de façon plus large, les mobilités douces ont vraiment pris de l'ampleur. Parce qu'aujourd'hui, elles constituent, je dirais, la seule, ou en tout cas une des véritables alternatives au transport en commun pour respecter les normes de distanciation. Donc, face à ça, les politiques s'intéressent énormément à les développer. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de pistes cyclables qui sont en train de se développer. Et tous les moyens sont bons en ce moment pour favoriser l'usage du vélo. Donc oui, déjà, si on se restreint, je dirais qu'on se focalise sur le service Vélib en tant que tel, oui, il y a des choses à venir parce que nos politiques commencent à annoncer des commandes de nouvelles stations pour augmenter en fait le nombre de stations qui seront présentes sur l'Île-de-France, de manière en fait à pouvoir donner l'opportunité à plus d'habitants de l'Île-de-France d'utiliser le service. Mais aussi, on sent que l'usage du vélo électrique est vraiment en train de franchir un vrai cap. Pourquoi ? Parce que nous, quand on a beau offrir un service qui est innovant parce qu'il propose 35% de vélo à assistance électrique, malgré tout, 50% de nos courses sont faites sur les vélos électriques. Donc ça veut dire que malgré le petit nombre, en proportion, le vélo électrique est plus plébiscité que le vélo mécanique. Donc ça veut dire que là aussi, on a des perspectives de développement fort pour pouvoir amener le service vers plus d'assistance électrique. Enfin, et ça concerne plus Smooth & Go et sa mission en tant qu'entreprise, en exploitant un service de cette taille, on est devenu du coup un acteur majeur en Île-de-France certainement, en France aussi, mais internationalement aussi. Et donc du coup, on pense que cette échelle industrielle qu'on a su prendre sur le métier du vélo, c'est une échelle sur laquelle on peut continuer à apporter des solutions pour continuer à développer la mobilité. Parce que la mobilité, ça ne se résume pas que à Vélib, c'est aussi les trottinettes, c'est aussi les vélos particuliers, et que Smooth & Go sait aujourd'hui faire beaucoup de choses dans les métiers qui constituent l'exploitation de services de mobilité douce. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, écoutez, tout à fait. Le temps passe, malheureusement, il est 15h15. À titre personnel, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de laisser la parole aux participants de ce web séminaire. Xavier, Tout à fait. Si tu veux bien... Voilà, j'étais le maître du temps. Le porte-parole des participants. Alors déjà, merci à tous nos intervenants, merci à Joseph et à Pierre pour cette précision, et merci à Dominique et Karim pour vos questions. Désormais, je vous invite, vous, invités participants, à poser vos questions. Donc, comme précisé en introduction, vous avez le chat qui est disponible dans la partie droite de votre écran.
Et si vous ne le voyez pas, vous pouvez l'afficher via la bulle qui est disponible dans la partie basse de l'écran, à côté du PowerPoint, à côté des slides. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et en même temps, je vais lancer un sondage pour que vous puissiez répondre à l'enquête de satisfaction pour que nous améliorions toujours nos web séminaires. Alors, je vais commencer déjà avec une question qui m'a été posée au fil de l'eau. On a parlé tout à l'heure de la Chine, vous nous avez expliqué que vous avez observé le comportement de l'autre côté de la planète en vue du déconfinement. J'aurais aimé savoir du coup quel lien vous entreteniez avec les autres villes du monde, notamment sur la partie technique. Est-ce qu'il y a un partage d'informations? Quand je dis je, c'est que je retranscris fidèlement une question. Voilà, quels sont les liens que vous avez sur la partie technique, sur la partie maintenance? J'imagine que c'est une question plutôt pour Joseph, mais Pierre est le bienvenu également pour y répondre. Alors, je crois que je vais laisser Pierre répondre sur la partie rapport avec les autres villes, si ça le concerne un peu plus, je pense. Pas de problème. Oui, donc pour répondre à cette question, effectivement, nous avons des liens parce que mine de rien, le monde de la mobilité partagée n'est pas un grand monde et les outils qu'on utilise sont pour certains communs. Donc grâce à ça, on a effectivement l'occasion d'échanger avec d'autres villes. Moi, aujourd'hui, les interlocuteurs avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, c'est des villes qui ont des tailles de réseau assez importantes. Alors, je dirais pas comparable aux nôtres parce qu'on est du coup on est gros par rapport aux autres, mais Londres, par exemple, qui a 13 000 vélos, ou des villes comme Chicago, New York ou San Francisco qui ont plusieurs milliers de vélos, voire Madrid, sont des villes avec qui on a eu l'occasion d'échanger. Les thématiques sont nombreuses parce qu'on se retrouve tous un peu face au même problème. La régulation, parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais pour accompagner nos besoins de régulation, on s'appuie sur des technologies avancées d'intelligence artificielle, et d'anticipation des mouvements. Donc là-dessus, c'est des vrais sujets d'actualité dans le métier, donc on a l'occasion d'échanger avec eux. Et en ce qui concerne la maintenance, plus précisément, oui, ça nous arrive aussi de faire des benchmarks où on pose la question sur quel type de pneus, quel type de freins, quel type de dérailleurs sont utilisés, vous, dans vos villes. Parce que nous, on a observé un manque de robustesse de telle ou telle pièce et on aimerait avoir votre avis. Il faut en plus avoir en tête que du fait de l'intensité de l'usage, on est atypique pour les constructeurs de matériel parce que la norme la plus, je dirais, la plus intense pour qualifier des produits techniques sur un vélo, c'est la norme du VTT. Et la norme du VTT, en fait, est bien inférieure à ce qu'un Vélib peut subir dans une journée, ou dans une année, en fonction des cycles qu'on regarde. Donc, c'est important pour nous, c'est la seule façon, entre guillemets, de se donner un peu des points de comparaison, c'est de pouvoir échanger avec ces autres interlocuteurs. Très bien, merci. Alors, je vois une autre question apparaître dans les questions-réponses, alors qui est un petit peu éloignée de votre métier. On parle de la notion de BIM, et la question est la suivante. Est-ce que les solutions Carl intègrent le BIM pour la maintenance des équipements? Alors là, je vais me permettre de répondre directement. Oui, les solutions Carl intègrent la notion de BIM. La présentation d'aujourd'hui ciblait plutôt des outils de mobilité, comme des vélos qui vont circuler dans les rues et qui vont revenir sur les ateliers de réparation. Pour autant, les différentes verticalisations, les différentes versions de l'application Carl Source prévoient une version dédiée au Facility Management et à la thématique de BIM avec l'intégration de maquettes 3D et bien sûr la récupération des actifs. Je vais en profiter pour enchaîner sur une autre question. On me demande quel déploiement futur avez-vous prévu pour la GMAO? J'imagine qu'il est entendu par là d'autres thématiques ou d'autres sujets, d'autres métiers que vous voudriez amener sur le terrain de Carl Source et de la GMAO. Alors tout à fait, nous sommes en train de finaliser le déploiement de Carl sur la partie terrain, sur la partie itinérante. Donc en fait, l'idée c'est que les gens qui sont en charge de la maintenance des stations et des vélos puissent utiliser Carl pour aller directement récupérer les vélos qui ont été détectés comme étant en panne, soit de façon automatique, soit par une déclaration d'un utilisateur, et donc de pouvoir faire soit sur le terrain directement un certain nombre d'opérations de réparation, par exemple regonfler un pneu ou changer une chambre à air ou des choses comme ça assez simples, assez basiques, qui sont faisables sur le terrain, ou alors faire le nécessaire pour retourner
le vélo en atelier pour pouvoir suivre le parcours de maintenance en atelier. Donc ça, c'est notre prochaine étape. Elle est quasiment prête. On en est à l'étape de maquette et s'assurer qu'on couvre effectivement correctement les besoins qui ont été exprimés. Donc on a une méthodologie très simple d'expression de besoins, de réalisation de maquettes, de tests sur une petite équipe qui vient tester la solution et ensuite de déploiement global avec une validation à chaque étape. Donc ça, c'est la prochaine étape, la prochaine grande étape chez nous et ce sera dans les tout prochains jours. Merci. Donc si je comprends bien, ça va être d'emmener les techniciens hors de leur atelier et de les faire réparer sur le terrain. Ça rejoint une question qui est posée dans le chat à nouveau. On demande si la solution Carl intègre la notion de gestion de réseau avec de la cartographie intégrée. Donc la réponse est oui, de la même manière que pour la notion de cartographie type 2D ou de maquette BIM, on va être en mesure d'intégrer des cartographies plutôt typées SIG, des services d'information géographique. On travaille avec le partenaire Esri, donc je vous invite à visualiser les web séminaires qui sont liés, j'en profite pour faire un petit peu de promotion. Donc on a cette première solution qui a été développée conjointement avec Esri et pour laquelle vous retrouverez les cartographies directement dans CardSource, dans l'application, de manière interactive. Et on a travaillé sur un deuxième connecteur qui est lui basé sur un moteur open source avec MapGuide qui permet d'intégrer d'autres types de cartographie qui ne seraient pas Esri. Voilà pour cette précision plutôt typée SIG. On parlait de mobilité, vous en parliez Joseph à l'instant. Au niveau de la mobilité terrain, donc vous nous avez expliqué que le déploiement allait faire gagner du temps et surtout allait autonomiser les maintenances sur le terrain. Est-ce que vous voyez ça comme un gain de temps, comme une praticité pour le technicien? Quelle est l'idée derrière? Alors l'idée bien sûr c'est d'avoir un taux de disponibilité des vélos supérieur. Ça c'est la première chose. Ensuite c'est d'optimiser nos ressources. C'est de pouvoir les utiliser au mieux sur le terrain. Ensuite, c'est de pouvoir également optimiser la consommation des pièces de rechange. Donc, en fait, là aussi, c'est un poste très, très important et donc on regarde de très, très près comment nos pièces sont consommées et nous avons mis en place un dispositif de revalorisation qui permet aux pièces qui sont encore utilisables d'être réinjectées dans le circuit de réparation. Donc, ce sont toutes ces choses-là, tous ces objectifs-là qu'on essaye d'atteindre avec Carl. Et je pense qu'on les atteint largement, voire on dépasse ces objectifs, puisque l'outil permet vraiment de faire toutes ces opérations. Bon, ça n'a pas toujours été très, très simple, pour être tout à fait honnête, mais bon, l'outil permet de faire pas mal de choses. Et lorsqu'il ne le permet pas en standard, on lui fait faire les évolutions qu'on a essayé de limiter au maximum. Et donc, on a fait quelques évolutions sur l'outil qui nous permettent vraiment de coller complètement à nos besoins. Merci. Je vais rebondir sur la question à nouveau de la cartographie. On me précise dans les commentaires et dans les questions que la question s'adressait à vous, savoir si aujourd'hui vous utilisiez une cartographie. Donc après la théorie, je vous laisse éventuellement sur la pratique. Alors, actuellement, on n'utilise pas la cartographie. On a un petit peu hésité de l'utiliser ou pas, mais en fait, bon, chaque station, on a 1400 stations à peu près en région parisienne, sur la métropole. Bien entendu, chaque station a sa localisation, a son code, etc. Dans chaque station, il y a les diapasons, donc qui sont qui permet d'accrocher les vélos aux stations. Donc tout ça, c'est intégré dans Carl et tout ça, c'est géré dans Carl. Mais on n'utilise pas au niveau de Carl, parce que sur d'autres outils, bien entendu, on utilise une cartographie, mais au niveau de Carl, on n'utilise pas à ce stade la cartographie intégrée à l'outil. À ce stade, ça n'aura pas été vraiment nécessaire. Mais ça aurait pu. Oui, merci. Oui. En complément, c'est parce qu'aujourd'hui, les outils qu'on utilise intègrent déjà une cartographie. Et que du coup, et intègre aussi d'autres outils que Carl ne peuvent pas traiter, parce que c'est plus lié à la régulation, etc. Et donc, c'est important pour nous de garder un support de carte unique pour l'instant et ne pas démultiplier les cartes pour la simplicité d'usage également. Merci. Je profite qu'on soit dans la thématique de géolocalisation. Une nouvelle question. Est-ce que les vélos sont géolocalisés? Si on ne géolocalise pas les stations pour l'heure, tout du moins pas sur une cartographie, est-ce que les vélos, eux, sont géolocalisés?
Oui, je vais répondre. Les vélos, en fait, sont géolocalisés grâce aux stations, parce qu'en fait, les vélos sont connectés et communiquent sur du réseau courte portée, vous savez, type réseau IoT, qui permettent du coup, en fait, de savoir où ils se trouvent de manière continue. Et grâce à cette géolocalisation, on peut effectivement confirmer des fois des hypothèses de position anormale sur un vélo ou des cas atypiques dans la gestion du parc. Merci. C'est pas une géolocalisation, par contre, totale des usages. La géolocalisation se met en route seulement quand le vélo, en fait, est dans une situation anormale qui pourrait être un abandon en dehors d'une station, ou voilà, ce genre de cas. Pour trouver les vélos perdus notamment. Exactement. Merci. Je vois le temps qui défile, donc le sondage est désormais terminé. Merci à ceux qui ont pris le temps d'y répondre. Si éventuellement il reste une question ou deux pour nos intervenants, et sinon je n'aurai plus qu'à vous remercier. N'hésitez pas. Moi, j'avais une question, alors une journaliste de la presse collectivité m'a demandé de vous poser. Est-ce que Smooth & Go, vous êtes référent auprès d'autres collectivités françaises qui voudraient mettre en place un service de vélo partagé, ou alors pour optimiser évidemment les démarches, optimiser le pilotage de la maintenance? Êtes-vous structuré au niveau national en termes de partage d'expérience? Alors, pour répondre à la première partie de la question, est-ce que vous êtes positionné comme référent officiellement? Non. Il n'y a aucune casquette, je dirais, publique ou associative ou de quelconque ordre qui soit qui nous positionne comme tel. Par contre, oui, on a développé une expertise métier forte et qu'on est tout à fait en mesure de pouvoir mettre à disposition de quelqu'un qui aura un souhait de développement ou d'apprentissage sur ce service. Bien, merci beaucoup. Merci. Et je pense qu'on va s'arrêter sur cette note. Merci à tous pour votre participation, intervenants et participants. Je vous rappelle que la vidéo sera prochainement mise en ligne pour vous permettre de la partager autour de vous, à vos collaborateurs notamment. Je vous souhaite une très bonne continuation et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver dans un nouveau web séminaire. Merci et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.